Bien, donc nous allons poursuivre nos travaux de la matinée avec deux interventions qui vont concerner peut-être plus spécifiquement le rôle du juge le rôle du juge et son articulation avec le législateur dans le contexte actuel. Et je suis vraiment très, très heureux d'avoir à ma gauche et à ma droite deux personnes. François Chénaudet, professeur à l'Université de Lyon 3, qui va nous parler du juge libéré, et Jordan Arletaz, professeur à l'Université de Montpellier, qui va parler d'une liberté surveillée. Donc on est un peu dans deux interventions qui résonnent et qui donneront l'occasion finalement de poursuivre un échange que nous avions eu il y a quelques années dans un cadre privé. Et je suis vraiment très heureux qu'on puisse prolonger publiquement et dans le cadre de la revue d'ailleurs cet échange. Donc sans plus attendre, je donne la parole à François Chénaudet pour son intervention dont je subodore qu'elle va être stimulante et qu'elle fera réagir. Merci beaucoup Xavier. Je crains de te décevoir. Voilà, bon, on sait jamais, ça peut faire réagir, mais ce sera sans doute peut-être moins polémique que ce que tu imaginais. Et surtout, je ne parlerai pas du contrôle de proportionnalité. Alors on pourra parler après dans les questions, mais je n'ai pas prévu d'en parler. Enfin, du moins, de ce qu'on appelle actuellement le contrôle de proportionnalité, le contrôle de conventionnalité in concreto. Peut-être est l'appellation la plus juste. D'abord un grand merci sincère pour cette invitation à un colloque, mais surtout à un anniversaire de la Revue des Libertés Fondamentales, car c'est une revue qui compte à mes yeux, et pas qu'à mes yeux. Xavier modestement donnait des chiffres hier en disant on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Si, je crois que ça veut dire quand même quelque chose, autant de consultations. Et puis il n'y a pas que les chiffres pour qui travaille un petit peu le droit des libertés et les décisions dans ce domaine. On s'aperçoit que cette revue et ces articles sont lus en haut lieu. Je vais voir dans des débats qui ont compté ces derniers temps, l'affaire Gomez, l'affaire du mariage pour tous. C'est une revue qui est lue par les hautes juridictions et c'est quand même une sacrée réussite. C'est une revue aussi, et c'est directeur, si je puis dire, qui a aussi le mérite de s'interroger sur son objet, le droit des libertés. Une revue qui a le mérite, et ses directeurs, de ne pas occulter la dimension politique des droits et libertés, c'est un autre mérite. Et le dernier que je donnerai, c'est sans doute la raison de ma présence, c'est une revue qui permet la discussion du droit et libertés sans instruire contre ceux qui s'interrogent, voire qui doutent, j'en suis, de procès en sorcellerie, en barbarie, le point Godwin qu'on a pu évoquer hier. Et ça, vraiment, j'y suis très sensible. Et c'est tant mieux. Car discuter dans notre domaine des sciences molles, comme on les appelle, c'est le seul moyen pour nous d'avancer. Voilà, c'est le seul moyen pour nous d'avancer, c'est de discuter ensemble sur nos points de vue opposés. Alors, et je me dis déjà, et c'est le seul objectif que j'ai donné, ou pratiquement le seul objectif que j'ai donné à cette intervention, déjà arriver par la discussion à localiser le lieu du désaccord. Parce que je trouve que c'est ce dont souffre la discussion sur le thème qui m'a été donné, un juge libéré, c'est que souvent j'ai l'impression qu'on ne discute pas de la même chose, qu'il y a beaucoup de malentendus, de quiproquos, de caricatures des deux côtés, ça a été évoqué hier, qui nous empêchent véritablement de discuter efficacement. Surtout, je dirais, lorsque cette question de la place du juge des libertés est discutée entre juristes, surtout de droit privé ou droit public. Lorsque les politistes en débattent, les philosophes politiques en débattent, ils vont droit au but, si je puis dire. Nous, entre juristes, je trouve qu'on peine parfois à localiser le lieu du débat. Alors, un exemple parmi d'autres, j'espère, pour illustrer ces ambiguïtés potentielles sur ce débat de la place du juge des libertés. J'espère que les organisateurs de ce colloque m'en voudront pas de dévoiler un peu les coulisses, mais un autre intitulé avait été donné à cette intervention, m'avait été proposé pour cette intervention sur la place du juge. L'intitulé initialement prévu pour cette intervention, pour présenter mon regard critique sur l'évolution de la place du juge des libertés, était « Un juge non pas libéré, mais libéral ». Tel était l'intitulé qui était proposé. Alors ainsi intitulé, je crois que mon intervention aurait dû me conduire à exposer le point de vue suivant. Le juge est trop libéral et donc peut-être pas assez, qui sait, conservateur ou peut-être encore autoritaire. Ainsi compris, je crois, il faudrait regretter les évolutions, qui seraient autant de défaites, produites au nom des droits de l'homme. On peut en citer quelques-unes. L'autorisation du changement de sexe pour le transsexualisme, l'ouverture d'une union civile pour les personnes de même sexe, la fin de la discrimination de traitement pour l'enfant adultérin,
Et puis pourquoi pas, tant qu'on y est, la remise en cause de l'indissolubilité du mariage, de la famille patriarcale et de la prépondérance maritale. Pourquoi pas? Je dis bien pourquoi pas. Je dis simplement que ce n'est pas mon point de vue. Et que c'est peut-être important de le dire pour bien cibler le lieu du débat. J'ai donc proposé aux organisateurs, et je les remercie vraiment d'avoir accepté, un léger amendement à l'intitulé de mon intervention. Ce n'est pas du juge libéral, mais simplement du juge libéré, dont je souhaite vous parler ce matin. Et là encore, pourtant, je dois dire qu'il faut encore éviter, une fois qu'on a dit ça, quelques approximations, quelques malentendus, qui sait, quelques caricatures. Car affirmer que le juge est libéré, c'est mon propos, ce n'est pas croire qu'il a un jour été pieds et poings liés. C'est important de l'avoir à l'esprit. Le juge n'a jamais été considéré, jamais, comme la bouche qui prononce les paroles de la loi, pour reprendre cette formule célèbre. Il n'a jamais été considéré comme l'exécutant servile du législateur. Le juge a toujours eu voix au chapitre. Le juge a toujours été considéré comme le suppléant naturel du législateur. Et je dois dire que nous, juristes français, je crois qu'on n'a pas attendu Hart et la théorie du réalisme pour le savoir. Nous, civilistes ou privatistes, n'avons pas attendu l'arrêt Blanco pour le découvrir. Nous, civilistes, avons vu l'avènement du droit prétorien et du pouvoir du juge, je dirais, depuis le droit prétorien à Rome. Voilà. Et je tiens à dire une chose, car ce n'est pas qu'une assemblée de civilistes peut-être aujourd'hui devant moi, c'est que cette conception du juge, cette présence nécessaire du juge dans la création du droit, était celle des rédacteurs du Code civil de 1804. Même si on les dépeint parfois, je le sais encore aujourd'hui, comme des adorateurs de la loi. Bon, il faudrait les lire pour s'apercevoir que ce n'est pas du tout leur pensée. Peut-être un auteur qui n'a pas été pour rien dans l'édification du Code civil, Portalis et son discours préliminaire, qui est le plus beau texte qui a été écrit sur le droit civil. Encore jusqu'à aujourd'hui, c'est le plus beau texte qui a été écrit sur le droit civil, sans aucun doute. Bon, il avait tout dit sur la place du juge et son rôle essentiel. Il avait dit, mais le juge, on a besoin de lui pour créer le droit, puisque la loi, elle ne peut pas tout dire, elle ne peut pas tout prévoir. On a besoin du juge pour fixer les règles qui régissent la vie des hommes en société, pour parler comme aujourd'hui. Il en donnait 3 cas, qui sont 3 cas assez simples à imaginer. La loi ne s'exprimant que de manière générale, il faut bien l'appliquer, cette loi, au cas particulier. Pour appliquer la loi, il faut l'interpréter. Interpréter, c'est créer. Deuxième hypothèse, la loi ne s'exprime pas sur tout. Et quand elle ne s'exprime pas, on le sait, il faut bien trancher le litige. Donc il faut bien créer une règle pour trancher le litige. Portalis le remarque, c'est une évidence. Et puis encore, la loi, elle est datée. Le législateur s'exprime en 1804. Il a conscience qu'il n'a pas conscience des réalités futures. La loi nouvelle, la loi ancienne, doit se renouveler et doit donc être adaptée aux réalités nouvelles. Et on connaît ça depuis, je dirais, l'adoption du Code civil et les premiers grands arrêts de la jurisprudence civile. Le premier, je crois, date de 1808, dès 1808. Donc voilà, tout ça pour dire, pour bien comprendre l'objet du débat, encore une fois, que le juge n'a jamais été considéré comme un acteur subalterne par rapport au législateur. Il a toujours été placé, et je reprends les termes de Portalis, à côté du législateur, exactement au même niveau hiérarchique, si je puis dire, mais simplement à côté, dans une des 3 hypothèses que j'évoquais à l'instant. Alors, pas en dessous, mais pas au-dessus, aurait rajouté immédiatement Portalis. Et c'est bien de cela dont on va parler ce matin. Pas au-dessus, c'est-à-dire que lorsque la loi s'exprime de manière très claire, qu'elle a envisagé l'hypothèse, et qu'elle ne paraît pas dépasser, loi claire et précise, nous dit Portalis, le pouvoir du juge s'arrête. Le pouvoir du juge s'arrête, il n'a pas à interpréter la loi qui fixe un délai de 30 ans, prenons cet exemple, qui a été voté en 2008, c'est mon exemple de délai de 30 ans dans cette fameuse affaire dont on a parlé hier du 4 décembre 2013. Le juge français, jusqu'à il y a peu, enfin peu à l'échelle du droit, les années 70, et le juge anglais encore aujourd'hui, ne peut pas écarter la loi dans cette hypothèse. Et c'est ça qui a changé. C'est ça qui a changé, c'est que cette description de l'état du droit, de la place du juge, n'est plus la représentation du droit aujourd'hui, et ce, je le disais, depuis les années 70. Qu'est-ce qui a changé? C'est l'objet de notre journée. C'est la juridicisation des droits et libertés. C'est l'introduction des droits et libertés dans ce qu'on a appelé, j'y reviendrai, la hiérarchie des normes. Et là, il convient d'insister sur un point qui me semble tout à fait essentiel pour ma part. La place du juge aujourd'hui, la libération du juge, pour reprendre cette terminologie, ne vient pas de l'existence de normes supérieures à la loi.
On ne peut pas se contenter, pour dire que le juge est libéré, du constat de l'existence de normes supérieures à la loi. Non, c'est véritablement le basculement, lorsqu'on a introduit dans cette norme supérieure les droits et libertés, lorsque les droits et libertés sont devenus, à l'échelon supérieur. Pour le dire plus clairement, la libération du juge ne date pas de 58 et de l'avènement de la jurisprudence constitutionnelle. La libération du juge, elle ne vient pas de l'arrêt Jacques Vabre en 75 ou de l'arrêt Niccolo en 89. Elle intervient pour le Conseil constitutionnel en 71, le coup d'état de droit, comme il avait pu être appelé, la décision liberté d'association. Elle intervient de manière plus diffuse pour les juridictions administratives et judiciaires lorsque la norme supérieure qui a eu à laquelle on a reconnu une supériorité dans les arrêts Jacques Vabre et Niccolo a été les droits et libertés. Pourquoi c'est uniquement, et j'insiste, uniquement, non pas avec la supranationalité, non pas avec la supralégalité, mais avec l'introduction des droits et libertés dans cette norme supérieure que les choses ont changé. Ça tient à l'objet des droits et libertés. Je vais rappeler des évidences, vous m'en voudrez pas, mais c'est essentiel pour moi pour expliquer mon propos. Alors on dit parfois, c'est encore écrit, que ce pouvoir donné au juge par les droits et libertés tient simplement à la généralité, au caractère flou des droits et libertés. Comme c'est flou, comme c'est général, eh bien le juge en fait un peu ce qu'il veut. C'est pas faux, mais ça me semble toujours un petit peu court pour expliquer en quoi véritablement le juge a été libéré par la constitutionnalisation ou la conventionnalisation des droits et libertés. Non, il faut être plus précis. Ce qui fait que le juge est libéré, c'est la nature des droits et libertés, ce que sont les droits et libertés. Et lorsqu'on se rappelle ce que sont les droits et libertés, c'est ce que je voudrais rappeler encore une fois, me répéter rapidement, on redécouvre ce qu'est la loi. Et quand on a redécouvert ce qu'est la loi, on comprend ce qu'est le contrôle de la loi au nom des droits et libertés. Que sont les droits et libertés ? Le point de départ, j'insiste toujours sur ce point. Le point de départ, chacun revendique son droit à, chacun revendique sa liberté de, c'est normal lorsqu'on vit en société, c'est comme ça. Et comme il faut bien vivre ensemble, sauf à vouloir vivre seul sur son île, c'est une option possible, mais ce n'est pas la nôtre, je crois, eh bien il faut arbitrer. Il faut arbitrer, c'est ce que disent toutes les déclarations. Parce que quand vous lisez une déclaration, il ne faut pas s'arrêter au début de l'article. La liberté est protégée, l'égalité est assurée, la propriété est sanctifiée, dans les limites fixées par le législateur pour assurer la préservation de la liberté, de la propriété, de l'intérêt d'autrui. C'est ça une déclaration des droits de l'homme. Il faut arbitrer. Et vous remarquerez que ces déclarations, lorsqu'on les lit jusqu'au bout, c'est au législateur que traditionnellement, c'est vrai, on donne le pouvoir d'arbitrer entre les droits des uns, les droits des autres. Et je rappelle ainsi, et encore une fois, je m'excuse à différentes reprises de rappeler des évidences, je rappelle ainsi ce qu'est la loi. Voilà, la loi, alors on peut bien dire, nous juristes, c'est une norme générale et abstraite qui régit la vie des hommes en société. C'est très vrai, mais c'est l'écume des choses. La loi, c'est un arbitrage entre des aspirations, des intérêts, des libertés, des droits, des valeurs différentes, un arbitrage. Et une fois que j'ai rappelé cette seconde évidence, ce qu'est la loi, on comprend toute la singularité du contrôle des lois, non pas au nom d'une norme supérieure quelconque, mais au nom des droits et libertés. Pourquoi ? Parce que, sauf à ce que la requête, on en a parlé déjà hier, soit farfelue, la norme contrôlée est nécessairement contraire à la norme de contrôle. Sauf à ce qu'on fasse vraiment une requête farfelue, il est évident que la loi qu'on conteste, imaginons une loi qui interdit, que sais-je moi, l'établissement de sa filiation en dehors d'un délai de 30 ans, est-ce que cette loi porte atteinte à mon droit au respect de la vie privée et familiale qui fait que je veux reconnaître mon ascendance paternelle ou maternelle ? Évidemment oui. Je pense que la deuxième étape, est-ce que cette loi poursuit un but légitime en cantonnant cette action à un délai de 30 ans ? Je crois que tout le monde est d'accord pour dire oui, la stabilité des filiations, etc. Oui, la loi est contraire aux droits et libertés. Ce qui fait qu'on arrive au troisième temps, on l'a évoqué hier, du contrôle de la loi au nom des droits et libertés, c'est est-ce que l'atteinte évidente portée par cette loi, généralement justifiée, aux droits et libertés n'est pas disproportionnée ou proportionnée. Bref, est-ce que l'arbitrage réalisé par le législateur est le bon ? Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est avec ce contrôle que le juge n'est plus en dessous, il ne l'a jamais été. À côté, c'était sa place classique, c'est encore sa place dans de nombreux systèmes juridiques, et j'aime bien parler de nos voisins anglais, pour donner cet exemple. Non, le juge, désormais, est au-dessus du législateur, puisque c'est lui, potentiellement, je dis bien potentiellement, qui a le dernier mot. Et tel est, je voudrais juste insister sur ce point, et pratiquement c'est pour moi l'essentiel, telle est la conséquence de l'avènement et du développement de la justice au nom des droits de l'homme. Une redistribution du pouvoir politique, c'est de ça dont il s'agit. C'est ça la réalité, je crois qu'il faut garder à l'esprit.
la question du pouvoir du juge des libertés dont on m'a demandé de parler aujourd'hui, c'est pas une question juridique. C'est pas une question politique avec un petit p, qu'est-ce qu'il faut décider, j'y reviendrai. C'est une question politique avec un grand P, c'est la question de la distribution des pouvoirs. Qui décide? C'est la question du bon gouvernement. Qui doit décider dans nos sociétés politiques? C'est ça la question qui est au cœur de notre débat. C'est cette question-là qu'à mes yeux, peu importe ce qu'on pense de la réponse à donner, je pense que différentes réponses pourraient être apportées si on s'interrogeait les uns les autres, c'est cette question-là qu'il ne faut pas occulter. Peut-être un mot, on en discutera pour l'opinion qu'on peut avoir les uns et les autres, c'est un autre débat, c'est le débat central mais que je ne souhaite pas approfondir. Je voudrais peut-être juste rappeler, puisqu'on l'a évoqué ce matin à différentes reprises, et j'avais prévu de l'évoquer, ce que pensait quelqu'un qui ne vous est pas inconnu de cette question politique, il l'a présentée comme telle, de la place du juge des libertés. Je crois qu'il n'est pas intéressant de rappeler ce qu'en pensait Kelsen, qui n'est pas sans méconnaître la hiérarchie des normes, qui n'est pas non plus pour rien peut-être dans le développement du contrôle des lois au nom des droits et libertés. Et qui n'est peut-être pas, juif autrichien réfugié au moment où il écrit tous ces textes phares, complètement insensible à la protection des droits et libertés contre les États autoritaires. Kelsen pensait, et l'a écrit, qu'il ne conviendrait pas d'insérer dans cette norme supérieure qu'on a appelée la Constitution les principes aussi généraux que la liberté, l'égalité, sous peine, et là je vais citer ces mots, d'un renversement de pouvoir politique tout à fait inapproprié. Intéressant de se rappeler ce que pensait Kelsen. Je ne partage pas cette opinion, du fait qu'il s'agisse d'un renversement des pouvoirs politiquement tout à fait inapproprié. Pour ma part, je n'irai pas jusque-là. Je vois une vertu au contrôle judiciaire des lois au nom des droits et libertés. J'estime seulement, et c'est vrai que j'insiste lourdement sur ce point, j'estime seulement qu'il conviendrait de repenser ses limites. C'est la seule chose qui m'importe. Repenser ses limites, je ne développe pas, son organisation institutionnelle, mais également ses limites substantielles. Limites ou contraintes pour qu'elles soient réelles, je dis les choses aussi pour qu'elles soient dites clairement, limites ou contraintes pour qu'elles soient réelles, qui ne doivent pas être à la main de la juridiction, bien évidemment. Mais je crois que cette question des limites, des contraintes, de la surveillance fera peut-être l'objet de la seconde intervention, donc je m'arrête à ce stade. À ce stade, en fait, qui est le stade final de mon intervention, mais je voudrais illustrer par un débat qui a eu lieu dans cette revue, à ce stade, vous l'aurez compris, une seule chose m'importe aujourd'hui. Une seule chose m'importe de manière générale sur cette question d'ailleurs, que la question de la place du juge des libertés soit placée sur son véritable terrain. Ce n'est pas une question juridique qu'on peut balayer d'un revers d'article 45. Ce n'est pas une question politique qui est celle de savoir qu'est-ce qu'on doit décider, est-ce qu'on doit faire ceci, faire cela, ouvrir tel droit, interdire telle chose. C'est une question politique, j'insiste sur le grand P, qui doit décider d'aller dans un sens ou dans un autre. C'est cette question-là, la place du juge des libertés. Et cette question, je le dis, je trouve qu'elle est trop souvent occultée par la communauté des juristes. Et notamment, je me permets de le dire ici, par les ou certains des justes fondamentalistes. Je préfère employer ce terme parce que j'ai compris droit de l'homiste, et je l'ai compris d'ailleurs depuis, que ça avait une connotation péjorative. C'est vrai, je l'entends comme ça, moi quand j'entends parfois droit de l'homiste. Bon, et on me l'a dit surtout, hein, droit de l'homiste ne dit pas ça parce que ça a une connotation péjorative. Pas dans ma bouche, hein, mais j'ai compris que ça l'était aux oreilles de certains, donc je ne l'emploie plus pour cette raison. Il y a une autre raison pour laquelle j'aime pas trop employer cette expression, c'est que droit de l'homiste, je trouve qu'il y a un côté un peu gentillet. Voilà, ils sont alors qu'il n'y a pas que des gentils chez le droit de l'homiste, je peux vous le dire. Alors pourquoi cette question est trop souvent occultée par les juristes? Moi je crois que ça s'explique assez facilement et je vais en finir par là. C'est que les juristes ont une bonne raison d'occulter la nature politique de cette question de la place des juges et des libertés. Ou de la balayer, c'est la même chose d'un revers de main au nom de la hiérarchie des normes, article 55, je vous refais pas la leçon. Car ce n'est pas seulement les juges qui ont été libérés par la juridictionnalisation des droits et libertés. C'est les juristes qui sont libérés aujourd'hui par la juridictionnalisation ou judiciarisation des droits et libertés. Et je trouve, et je voudrais l'évoquer, parce que c'est l'anniversaire de la revue, que la controverse doctrinale qui a eu lieu en partie dans cette revue sur le mariage pour tous en a été la parfaite illustration. Vous vous rappelez, les uns brandissant le droit au respect de la vie familiale normale, l'intérêt de l'enfant, pour nous dire qu'il était impossible d'ouvrir la loi, le mariage aux personnes de même sexe. Et vous avez vu et lu les autres, qui invoquant l'égalité et la liberté nous disaient au contraire, mais c'est impossible, juridiquement, de ne pas ouvrir le mariage aux personnes de même sexe. Bref, vous les avez tous vus,
solliciter leur savoir juridique, leur prétendu savoir juridique, au nom de la défense de leurs convictions politiques. Le juste fondamentaliste, et je veux finir par ça, est le néo-juste naturalisme, on en a déjà beaucoup discuté ensemble, dont profitent aujourd'hui les positivistes et les justes naturalistes d'hier. Les premiers, les positivistes d'hier, ils trouvent le moyen de délaisser leur pesante, très pesante neutralité axiologique, lorsque je l'ai dit aujourd'hui, en défendant leurs opinions, mais en invoquant des règles de droit. Ce sont des règles de droit. Et les seconds, les justes naturalistes d'hier, ils continuent de faire comme hier, de promouvoir leurs idéaux. Mais ils peuvent le faire au nom du droit positif. Qu'est-ce que c'est confortable ? Je pense que cette juridictionnalisation des droits de l'homme a véritablement réconcilié les deux camps. Je pense que cette controverse est morte aujourd'hui entre les justes naturalistes et les positivistes. Mais je me rappelle aussi, et je garde à l'esprit, la fin de cette controverse. C'est le Conseil constitutionnel qui a sifflé la fin de la récréation. À ces juristes militants, des deux bords, j'insiste, le Conseil constitutionnel a donné une leçon, une très très belle leçon. Il avait d'abord été saisi d'une QPC. QPC, 2 minutes, je ne sais plus ce qu'il m'en faut. D'une QPC affirmant que la loi interdisant le mariage aux personnes de même sexe était contraire à l'égalité et à la liberté. Nous étions en 2011. Et le Conseil a répondu très sobrement qu'il ne lui appartenait pas de substituer son appréciation à celle du Parlement. Puis la loi est votée de 2013. Bon, on s'en mal, mais elle a été votée. Cette loi, recours des parlementaires, est contraire, alors là il fallait en trouver d'autres, c'est pas l'égalité, la liberté, alors est contraire au droit au respect de la vie familiale normale, à l'intérêt de l'enfant, principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, qui serait un principe d'altérité sexuelle, on se rappelle de cette controverse. Qu'est-ce qu'a répondu le Conseil ? La même chose qu'en 2011. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du Parlement. Et je vous invite à relire les commentaires de ses frères ennemis sur les décisions de 2011 et de 2013. Décision de 2011. Non, c'est le législateur qui doit ouvrir le mariage aux personnes de même sexe, ce n'est pas moi qui vais le décider, je n'ai pas le même pouvoir d'appréciation. Les uns d'un côté, magnifique, réserve du Conseil constitutionnel qui reste dans son domaine d'activité et qui ne va pas refaire la loi, superbe. Et les autres, mais qu'est-ce que c'est que ce Conseil constitutionnel qui ne remplit pas sa mission, qui ne remplit pas son office de défense des droits et libertés ? 2013. Même décision pour le Conseil constitutionnel, mais dans un sens inverse, la loi avait changé. Les mêmes ont adopté les positions radicalement différentes. Les mêmes. Il en est d'autres qui n'ont pas changé de position et qui ont approuvé chacune de ces décisions du Conseil constitutionnel. Ce qui leur a valu, c'est assez logique quand on y pense, à tour de rôle, les félicitations très chaleureuses et les remontrances très sévères des deux camps à quelques années d'intervalle. C'est la leçon, pour ma part, que je tire de cet épisode. Le juge est libéré. Le juge est libéré, le juriste l'est avec lui. Mais ce n'est pas pour autant qu'il toujours se déchaînera, pour dire les choses ainsi, et qu'il abusera de cette liberté. Cette leçon du Conseil constitutionnel, c'est une leçon de modestie. Une leçon de modestie qu'à mes yeux, tout juge des libertés, mais j'insiste aussi, tout juriste, devrait un petit peu plus souvent méditer. Et je vous remercie. Un juge libéré, mais une liberté surveillée. Jordan, je te passe la parole. Oui, j'aime bien. Ça va m'être plus facile si je vais suivre ton chrono. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être ici, très heureuse de revenir à Grenoble, très heureuse de retrouver mes amis chaleureux. Je sais que cette invitation doit beaucoup plus à la gentillesse et à la fraternité qu'à la science pour ce qui me concerne. Je suis aussi contente parce que j'avais la chance d'être là lorsque la revue est née. J'étais à la maternité et j'ai de suite vu à quel point ce projet était merveilleux et il a fait ses preuves. Donc merci Xavier, merci Romain, merci Sébastien pour cette revue, pour cette invitation, etc. Alors tout le monde ici, plus ou moins, a choisi, il y a beaucoup de Grenoblois, a choisi son sujet, c'est pas moi. Ce n'est pas mon cas, on m'a donné un cahier des charges particulièrement précis, donné la réplique à François, qui donc doit prendre conscience que ça fait 1 mois que je passe avec lui à le lire.
à le confronter, ce n'est pas une mince affaire de répondre à tes arguments. Je mesure que, je mesure la chance que j'ai parce que je vois que depuis hier tout le monde veut répondre à François, donc c'est moi qui prends la parole. Je sais que je suis là aussi parce que je suis constitutionnaliste et je vais décevoir parce que, comme je le disais tout à l'heure à la pause, le fond argumentatif et d'ailleurs tout le matériau philosophique et juridique que tu monopolises, c'est un matériau qui est très connu pour les constitutionnalistes et la défense que tu as dans tes écrits, c'est quelque chose qui n'est pas du tout tabou en droit constitutionnel. Donc je risque de décevoir dans ma réponse parce que elle sera moyennement virulente. Enfin bon, c'est un peu l'exercice. Alors l'exercice aussi, il est limité, c'est l'oral, donc parfois je vais un peu ramasser ton idée. Mais ce débat sur qui choisit, qui est le mieux placé pour arbitrer des choix qui relèvent largement du choix politique, c'est quelque chose qui est très connu en droit constitutionnel, qui est renouvelé aujourd'hui dans le débat britannique. Du fait donc tu as quelque chose de très british, mais on retrouve aussi et c'est en ça que un constitutionnaliste ne peut pas être offusqué, on retrouve Montesquieu, on retrouve un peu la démocratie bourgeoise qui fut défendue pendant un temps. Et non, je ne pense pas que dans la doctrine constitutionnaliste, il y ait un accord total sur où commence le contrôle de la loi, où il se termine par rapport à la souveraineté du Parlement et à la représentation nationale. Je vais axer ma réponse sur deux points principaux sur lesquels j'ai opté. Avant, deux petites remarques, une qui est un peu plus juridique, l'autre qui est un peu plus, on va dire, politique. Lorsque tu défends l'idée, tu l'as redit tout à l'heure, que les normes sur les droits et libertés fondamentaux ne sont pas des normes comme les autres. Bon, je comprends parce que ce sont des normes traversées par des valeurs, de la morale, etc. Pour une constitutionnaliste, c'est un argument qui a moins d'écho parce que si on prend le contentieux qui existe aujourd'hui, par exemple en Espagne, sur la question de savoir si une communauté autonome peut s'autoproclamer, la Catalogne en l'occurrence, peuple souverain et unilatéralement décider de sa sécession et que tout ça se termine, bien sûr, c'est un conflit constitutionnel et ça se termine devant le tribunal constitutionnel. Bon, j'ai l'impression qu'il y a d'autres normes dans la Constitution qui sont aussi des normes qui ne sont pas comme les autres, donc limiter le contrôle de constitutionnalité et l'arrêter aux droits et libertés fondamentaux, ça a quelque chose qui me pose un peu question parce que indépendamment de l'individualisme et des droits et libertés fondamentaux, le champ constitutionnel est traversé par des problématiques essentielles de l'existence même de l'État, d'une communauté politique, etc. La deuxième chose, c'est ta critique sur l'individualisme, on retrouve Marcel Gauchet, etc. Je comprends et j'y reviendrai, hein, c'est où se termine le combat politique, où commence le combat juridique. Pour moi, il est relativement flou. On peut se rappeler du procès de Bobigny en 1972 et du rôle qu'il a joué dans la dépénalisation de l'IVG. Je crois que dire qu'il y a une place pour la discussion politique et le moment où on acquiert ou non des droits et ensuite le place pour le débat juridique, je pense qu'il est moins évident que ça. Alors je sais qu'il y a tout ce mouvement, tu avais parlé de supermarché des droits, Xavier, etc. Mais bon, on voit notamment là dernièrement sur le cas du Brexit, post-référendum, on trouve encore l'occasion de saisir un juge pour comprendre comment pacifier une société. Donc je serai moins tranchée que toi sur cette question. Deux angles donc que je vais aborder qui va très vite m'éloigner de la liberté surveillée qu'on m'avait demandé, mais qui est volontairement dans la réponse à tes arguments. D'abord, il y a, comme il me semble, terreau principal des arguments que tu développes et que tu défends, si ce n'est une totale remise en cause, du moins une discussion quant à la légitimité de l'existence même d'un contrôle de la loi par les juges. Cette discussion repose sur un postulat qui tend à associer l'institution parlementaire à la démocratie. La loi est l'œuvre du Parlement et à ce titre, elle est le produit de la représentation nationale. C'est un postulat qui lie étroitement Parlement, loi, peuple, démocratie.
Et c'est un postulat que j'aimerais soumettre à la discussion dans le premier point, mon premier point, en évoquant justement le rôle que peut jouer un juge, et en particulier, puisque c'est quand même l'objet de ce colloque, en matière de droit et liberté, pour garantir que ce postulat ne se transforme pas ou ne reste pas à l'état de pure fiction ou formule incantatoire. Autrement dit, je vais essayer de montrer brièvement comment le juge peut participer à la garantie de la vie démocratique par ce que j'appellerais la juridictionnalisation des conditions du jeu démocratique. Le second angle que j'ai cru déceler dans tes réflexions porte, on en parle depuis hier, sur la contestation non pas de l'opportunité ou la légitimité de l'existence même d'un contrôle de la loi, mais de son essence à travers donc la contestation du contrôle de proportionnalité de la loi. Et selon moi, j'y vois ici un autre postulat que tu viens de rappeler, qui fait du Parlement l'instance unique ou du moins privilégiée de résolution, d'arbitrage en matière de droit et liberté, des conflits qui traversent toute société politique, des conflits entre les intérêts particuliers d'un côté, les choix politiques qui sont faits de l'autre visant l'intérêt général. Donc, dans ce contexte, effectivement, le contrôle de proportionnalité de la loi ne serait pas autre chose qu'une usurpation par les juges de ce rôle d'arbitre au détriment de la représentation nationale. Et ici, le postulat ne lie pas Parlement à démocratie, mais loi à norme censée exprimer, résoudre tous les litiges, une norme qui clôt, en tout cas pour un temps, le conflit inhérent à toute société politique. Et c'est ici que c'est ce postulat que je voudrais discuter à travers ce que j'ai appelé cette fois la juridictionnalisation des garanties d'une société démocratique. Alors, la juridictionnalisation d'abord des conditions du jeu démocratique. Alors il s'agit ici bien sûr de revenir sur la discussion de l'existence même d'un contrôle de constitutionnalité de la loi. Encore une fois, dans le champ constitutionnel, cette thématique est très classique, hein, puisque où s'arrête la politique, où commence le droit, comment concilier état de droit, démocratie, tout ça c'est très travaillé, et je ne vais pas revenir à tout le matériau que tu convoques toi-même, Tropper, Dominique Rousseau, Habermas, etc. Concilier état de droit et démocratie, effectivement, il y a beaucoup d'efforts théoriques de conciliation, et de fait, cette conciliation échoue chez certains auteurs. Tu as bien raison en matière de droits et libertés fondamentaux, parce que ces dispositions seraient traversées d'un ensemble de valeurs teintées de morale. Le Parlement serait, parce que c'est une institution politique, l'organe le plus démocratiquement situé pour arbitrer les litiges entre droits et libertés des individus d'un côté, intérêt général, et dans ce contexte, le contrôle juridictionnel de la loi devrait, si ce n'est disparaître, du moins demeurer modéré. Le choix qui est ainsi défendu pour un arbitrage politique en lieu et place d'un arbitrage juridictionnel lorsqu'il s'agit des droits et libertés, on n'entrera pas, je pense, dans la politique là-dedans, sur ce sujet-là, puisque tu le reconnais toi-même, il s'agit non pas d'une démonstration juridique, mais du choix en faveur d'un certain modèle de société politique. Tu appelles ça la politique grand B, je parlerai plus de choix, donc de philosophie politique, de société politique, et donc travailler par quelque chose que tu assumes totalement, qui est idéologique. Et on sait que ce modèle de société politique, il existe ailleurs, il existe au Royaume-Uni, il existe dans une grande majorité d'États membres du Commonwealth, où effectivement le principe de souveraineté parlementaire, je passe très vite en caricaturant, fait obstacle à une remise en cause de la loi par les juges. Donc on a ici l'irréconciliable distinction entre ce que dans la doctrine britannique on appelle, anglo-saxonne plus généralement, le constitutionnalisme politique et le constitutionnalisme juridique. Le choix en faveur d'un modèle de société politique, que serait le constitutionnalisme politique, qui est un choix donc que je qualifie d'idéologique parce qu'il repose sur une certaine philosophie politique, et non seulement totalement respectable, mais en plus il rend vain toute opposition à l'aide d'argumentation juridique. Ce que je voudrais faire beaucoup plus modestement, c'est de noter que ce constitutionnalisme politique, qui est donc l'un des modèles de société politique et qui lie souveraineté parlementaire et démocratie, ne se satisfait pas
du simple postulat que je crois déceler dans ta pensée, du renvoi vers la représentation nationale pour garantir que les arbitrages politiques les plus essentiels reviennent, ne fût-ce qu'indirectement, entre les mains du peuple. En réalité, ce constitutionnalisme politique porte en lui une réflexion plus générale sur la capacité du Parlement à incarner la voix du peuple. Alors attention, je ne suis pas en train ici de basculer dans tout la question de la crise de la démocratie, l'abstentionnisme aigu, le populisme, l'échec du régime représentatif, etc. Non seulement parce que beaucoup a été dit, mais surtout parce que ceci nous amènerait très loin de la question plus spécifique des droits et libertés. Non, ce que je veux dire ici, c'est que ce constitutionnalisme politique est bien plus riche qu'il n'y paraît. Puisque si on prend le cas, c'est une simple illustration, ou on peut prendre deux illustrations, mais du Royaume-Uni ou du Canada, il y a eu donc ce que j'appelle, dans ces systèmes-là, une juridictionnalisation des conditions du jeu démocratique. Une illustration, la Cour suprême du Royaume-Uni en 2000, je précise que c'est après le Human Rights Act, mais ça n'a rien à voir, c'est un conflit entre la loi votée par le Parlement et un droit et liberté construit par la Common Law, et la Cour suprême du Royaume-Uni, à travers la voix du juge Hoffman, va dire ceci. Donc un conflit Common Law, droit et liberté issus de la Common Law et Parlement. Alors, la souveraineté parlementaire, je cite, signifie que le Parlement peut, s'il le veut, légiférer en violation des principes fondamentaux des droits de l'homme. Les restrictions qui encadrent un tel choix du Parlement sont en dernier ressort politique et non juridique. On est complètement dans ta démonstration, mais le Parlement doit directement se confronter à ce qu'il fait et en accepter le coût politique. Les droits fondamentaux ne peuvent être ignorés à l'aide de termes généraux ou ambigus, ceci parce qu'il y a un trop grand risque que toutes les implications de la signification de ces termes, des termes de la loi, soient passées inaperçues durant le processus démocratique. C'est la fin de la citation. Ce qu'on voit ici, c'est que dans un système qui a un grand respect de la souveraineté parlementaire, une forte révérence à l'égard de la loi, la démocratie signifie bien plus que la souveraineté parlementaire. La démocratie, c'est un jeu démocratique qui conduit les juges à rejeter toute présomption selon laquelle une fois la loi votée, le Parlement aurait arbitré les intérêts en jeu, notamment la conciliation entre droit et liberté d'un côté et intérêt général de l'autre. Il y a une présomption. La présomption, c'est que si cette violation n'est pas clairement assumé dans la loi, il faut considérer que le Parlement n'a pas entendu violer les droits et libertés. Et la conclusion et le résultat du processus du raisonnement juridictionnel qui est fait, c'est de donc faire primer les droits et libertés sur la loi. L'idée défendue ici, c'est l'idée de risque politique, de coût politique. C'est-à-dire qu'on est très très loin de la fiction, qui consiste à dire que la loi votée a définitivement arbitré. On demande à ce que la loi soit très claire. Et là, tu devrais beaucoup apprécier ça, puisque en faisant ceci, si la loi n'est pas claire sur la violation, eh bien, on considère que cette violation n'est pas rentrée dans le processus démocratique. Donc, le juge ne fait pas que contrôler le jeu démocratique, il le construit, il le garantit, il contraint le Parlement à l'égard de ça, et en réalité, c'est une façon aussi de donner du sens au vote, parce que j'entends bien que le respect de la loi, c'est le respect du vote du citoyen, c'est-à-dire que il y a des choix politiques à faire qui sont originellement ceux du citoyen et qui sont censés être exprimés dans un second temps par la loi, en tout cas à travers la majorité qui a été élue. Mais faut-il encore que tout ceci soit clair et soit donc assumé par le risque politique et le coût politique. Il en va de même dans le système canadien, où la Charte canadienne des droits et libertés prévoit des possibles dérogations par le Parlement. Faut-il encore que la loi formelle précise explicitement que le Parlement entend contourner pendant un temps l'application de tel ou tel droit ou liberté, encore une fois avec l'idée de coût démocratique, de risque démocratique. Donc le juge n'est pas du tout... le juge a sa place dans un système qui serait un système tout aussi démocratique que les systèmes de censure juridictionnelle classique de la loi, avec quand même comme condition que le juge participe au renforcement et le bon fonctionnement de la démocratie, où le lien entre Parlement et démocratie n'est pas purement fictionnel, il n'est pas purement philosophique, il est construit aussi et assuré par le juge. Le deuxième temps, c'est donc ce que j'appelle la juridictionnalisation des garanties d'une société démocratique. Ceci nous fait glisser sur la question du contrôle de proportionnalité des lois. Ce contrôle de proportionnalité des lois
c'est diffus en Europe et ailleurs via le contrôle de constitutionnalité des lois. C'est quelque chose c'est un instrument de contrôle qui est très utilisé par les cours constitutionnelles européennes. Il n'est pas non plus absent dans les systèmes de common law en passant. Ce contrôle de proportionnalité, il a plusieurs origines. Certes, il y a des histoires nationales. On pense à l'Allemagne, on pense à l'Italie, mais il y a bien sûr, c'est vrai, l'influence des instruments internationaux et européens qui, en prévoyant que toute limitation à un droit doit être nécessaire à une société démocratique, est à l'origine, pour partie, de ce contrôle de proportionnalité. Le Conseil constitutionnel est souvent présenté à l'égard du Parlement comme étant le sage qui est très souvent dans la retenue. Le Conseil constitutionnel a aussi su faire preuve parfois d'un juge qui pousse son contrôle relativement loin. Un exemple, dans la décision de mars 2012 sur la question des fichiers projet qui revient. Des fichiers des traitements de données personnelles au moment récoltés lors de l'établissement de carte d'identité ou de passeport. Le Conseil constitutionnel est allé très loin dans son contrôle, puisqu'il a pris en compte le fait que ce fichier allait concerner la quasi-totalité de la population de nationalité française, mais aussi ses possibles risques d'utilisation, le contenu des données, etc., pour censurer la loi. Au passage, mais là c'est vraiment anecdotique, cet instrument de contrôle du Conseil constitutionnel fait qu'il module, et il est le seul à maîtriser les ficelles de cette modulation, donc c'est impossible de rationaliser sa jurisprudence, et il module son contrôle du plus retenu au plus poussé. On ne peut pas vraiment savoir, est-ce que, comme tu l'avances, l'aspect domaine d'intervention de la loi n'a rien à voir? Je ne suis pas persuadée. Tu penses que le Conseil a tendance à s'arrêter lorsqu'il y a une prétention de requérant à la création d'un nouveau droit? Je pense que c'est une analyse de la jurisprudence constitutionnelle qui est très post-QPC, parce que cette modulation du contrôle existait avant la QPC et qu'alors il n'y avait pas de prétention du requérant. Mais j'en reviens à ce contrôle de proportionnalité qui s'est donc diffus et auquel n'échappe pas le Conseil constitutionnel. Il reste à se demander si ce contrôle de proportionnalité est réellement plus attentatoire, on va dire, d'autant plus attentatoire au droit du Parlement qu'il est exercé par une Cour suprême ou par une Cour constitutionnelle. On a longuement parlé durant ce colloque de la jurisprudence nouvelle de la Cour de cassation, du Conseil d'État. Est-ce que dans ce mouvement jurisprudentiel, il y a une atteinte plus forte aux prérogatives de la représentation nationale, telle que notamment peut le faire une Cour constitutionnelle? Je ne suis pas certaine, ça a été évoqué, et Fabien l'évoquait ce matin. Le contrôle in concreto est un contrôle qui est bien plus respectueux de la loi que le contrôle in abstracto. Et on sait que, d'abord parce que le contrôle de proportionnalité in concreto n'est pas duplicable à l'infini, donc la loi est sauvée et continuera à s'appliquer. Ensuite, parce que, on l'a bien compris, c'est un moyen pour la Cour de cassation et le Conseil d'État de sauver, entre guillemets, la loi auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, parce que si elle ne fait pas cela se transforme en problème structurel, c'est-à-dire que c'est la loi de manière générale qui pose problème, et là c'est la réécriture totale du Parlement. L'exemple italien, je n'ai pas le temps puisque Xavier me frustre. L'exemple italien est très intéressant parce qu'il montre à contrario quel est le potentiel d'un contrôle de proportionnalité in abstracto par rapport au contrôle de proportionnalité concreto dans le lien avec le Parlement. Mais plus généralement, est-ce qu'on peut considérer que le contrôle de proportionnalité de la loi signifie que le juge se substitue au législateur justement dans ce rôle d'arbitre entre, je te cite, des aspirations contradictoires inhérentes à la vie en société, fin de citation. Dans le cas d'un contrôle de constitutionnalité in abstracto, et surtout lorsqu'il est exercé a priori, cela me semble incontestable. Le Conseil constitutionnel et toute autre cour constitutionnelle, lorsqu'elle censure la loi, substitue là son appréciation à l'arbitrage réalisé par le législateur. On a un arbitrage réalisé par le législateur dont on mentionnera qu'il est également in abstracto. Dans le cadre d'un contrôle de conventionnalité concreto, en revanche, l'idée d'une usurpation par le juge du rôle d'arbitre politique
normalement dévolue au Parlement, repose là encore sur, à mon avis, une fiction qui voit dans l'œuvre législative la résolution de tout conflit. Alors, il en va de cette fiction comme dans d'autres, et en droit constitutionnel, on n'en est pas exempt, qui proclame que la loi est l'expression de la volonté générale, mais est-ce que on peut considérer que le législateur, lorsqu'il adopte une loi, il a bien entendu limité l'exercice de tel ou tel droit de telle ou telle personne placée dans telle ou telle situation en poursuivant un objectif d'intérêt général? Je n'ai pas le temps de développer cette question, mais pour moi c'est un arbitrage juridictionnel qui n'a rien à voir avec un arbitrage politique, sauf à confondre la loi avec la jurisprudence. Et là je peux citer pas littéralement, mais Jean Baudin qui disait que la plus grande des puissances c'est de pouvoir commander pour tous, ce qui justement marque aussi la différence entre la loi et une jurisprudence. Alors, dans toutes ces fictions, selon moi, on voit poindre sans difficulté les ressorts philosophiques de l'ensemble de ces fictions, qui fait de la loi la norme qui aurait tout arbitré. C'est la défense de la démocratie représentative, et c'est, selon moi, la défense de la supériorité du vote sur celle des droits. C'est aussi l'idée de prôner le primat du citoyen sur le justiciable. Et selon moi, c'est quand même oublier que très souvent, citoyen et justiciable, c'est la même personne. Et que parfois aussi, et je renvoie au Parlement britannique qui enlève le droit de vote aux détenus, et c'est le serpent qui se mord la queue, parfois dans ce contexte, il ne reste plus que le statut de justiciable pour essayer de récupérer son statut, ou récupérer ou acquérir son statut de citoyen. Voilà, j'ai été peut-être rapide, mais c'est... Merci Jordan. Tu as présenté ton intervention sur un ton qui pourrait laisser à penser à François qu'il a été victime d'un guet-apens. C'était pas complètement le cahier des charges non plus. Pas le guet-apens, la réponse, mais tu as un peu personnalisé ton propos, et à mon avis c'était juste, puisque en plus ça résonnait à ce que tu as dit, mais je pense que peut-être tu voudras réagir. Alors est-ce que tu veux répondre, ou est-ce que peut-être la salle rentre dans la danse, je serais tenté de dire, oui, pourquoi pas. Oui, je dis quand même une chose, c'est vrai que j'ai été très surpris. Je vais dire les choses comme ça. Alors je veux pas dire désagréablement, parce que ce serait pas le sens. Voilà, surpris. Je m'attendais pas à ce que mes idées soient discutées comme ça, mais finalement, je vais dire peut-être plutôt agréablement alors, parce que les idées, je les ai pas développées dans mon intervention précédente, où je me suis contenté de vouloir placer justement la discussion sur un terrain qui me semblait important. Je suis content d'une chose, et je vais peut-être commencer par ça, c'est que tu as placé la discussion sur le terrain. Simplement, voilà, disons qu'il y a eu l'antithèse sans la thèse, si je puis m'exprimer ainsi, ce qui est pas évident. Alors, je vais peut-être juste réagir quand même à certaines choses, pour ce que, voilà, ça me semble important. Si j'ai bien compris, ou du moins, le balancement, là, le grand 1, grand 2, les deux parties de la critique qui seraient deux idées défendues. Il y a d'une part le principe même de l'interrogation du contrôle judiciaire des lois au nom des droits, voilà, et d'autre part la forme nouvelle qu'elle prend ces dernières années, en France, j'entends, avec le contrôle de conventionnalité in concreto, parce que le contrôle de proportionnalité, comme tu l'as rappelé, c'est inhérent à tout contrôle de la loi au nom des droits et libertés. Peut-être un mot sur chacune de ces parties, si j'ai bien compris les contre-critiques, mais juste pour amorcer la discussion, puisque c'est le ton visiblement que devait avoir cette table, je ne le savais pas. D'une part, une chose, je ne veux pas nier que d'autres normes générales que les droits donnent un pouvoir au juge. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais par contre, j'insiste sur ce point, il me semble essentiel de garder à l'esprit la spécificité des droits et libertés. C'est-à-dire toute norme floue permet à un juge d'avoir du pouvoir. Dans l'arbitrage catalan, évidemment, un principe fondamental reconnu par les lois de la République, c'est pas un droit, enfin c'est pas nécessairement en tout cas un droit et une liberté. Pour autant, c'est suffisamment général pour trancher dans un sens ou dans l'autre. Je ne nie pas ça. Mais par contre, il est essentiel pour moi de garder à l'esprit ce que sont les droits et libertés dans cette idée qui sont les principes de base de notre vie en société, entre lesquels on doit arbitrer. Voilà, ça me paraît essentiel pour avoir à l'esprit que la loi est contraire aux droits et libertés, qu'il ne faut pas lui en vouloir, c'est son boulot. Voilà, c'est son boulot. C'est ça que je souhaitais rappeler. Bon, une fois que j'ai dit ça, parce que c'est important à mes yeux. Voilà. Bon, sur cette question, pour que les choses soient claires, oui, c'est une défense d'un système politique, comme tu disais, plus anglais sans doute que français, qui ne repose pas, parce que sur cette fiction ou sur ce postulat, que la loi votée par nos représentants élus serait la parfaite expression de la démocratie. Enfin, j'espère que tu ne m'as pas lu comme ça. Il n'y a pas plus démocratique pour moi que, si je veux aller dans ce sens-là, et j'avoue que c'est ce que j'appellerais de mes voeux, si on devait entamer cette discussion
politique de la question qui doit décider quand on est interrogé directement, hein, que les choses soient claires. Démocratie représentative, moi quand Rousseau appelait ça, pas Dominique, l'autre, aristocratie élective, ça me va bien aussi, et je crois que ça peut-être rend même plus compte du système dans lequel on est, qui n'est pas le système idéal à mes yeux. Enfin, voilà, si je devais défendre un système, si on devait, voilà, si le thème de la discussion était quel est le meilleur système politique, on peut l'ouvrir. Voilà, j'aurais des choses à dire sur le législateur. C'est du juge dont on m'a demandé de parler aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que j'ai rien à dire sur ce qui se passe aujourd'hui au Parlement. Enfin, je veux que les choses soient claires là aussi, parce que mon discours ne repose pas sur une fiction du législateur parfait ou je ne sais quoi. Donc j'ai d'autres idées pour améliorer le système démocratique que de cantonner le contrôle des lois au nom des droits et libertés. Mais on ne peut pas ouvrir ce débat. Et puis surtout, j'ai pas de compétences particulières à le faire. Hein. Mais j'ai, comme vous tous, des opinions de citoyens sur cette question. Et je veux bien qu'on en discute. Voilà. Ça, c'est un point qui me paraît important. Ce qui fait que moi, la piste que j'avais tentée, mais que j'ai abandonnée, enfin que j'ai pas creusé davantage, la piste que j'avais tentée sur ce contrôle des lois au nom des droits et libertés, c'est non pas, comme l'écrivait Kelsen, comme l'écrit un peu Habermas aussi aujourd'hui dans Droit et démocratie, de remettre en cause ce contrôle judiciaire des lois au nom des droits et libertés. Habermas parle de démocratie paternaliste, il ne comprend pas ce pouvoir excessif donné aux juges, voilà, que défend un Ackermann, par exemple, dont il combat les thèses dans ses ouvrages. Ackermann qui est le temps le double de Dominique Rousseau, enfin voilà, Dominique Rousseau étant le double français de Bruno Ackermann. Donc c'est les mêmes thèses qui sont discutées par Jürgen Habermas. Moi je trouve que c'est allé trop loin de remettre en cause le contrôle des droits judiciaires, des lois au nom des droits et libertés. J'avais tenté cette modeste proposition de retournons à ce pourquoi a été pensé le contrôle des droits et des libertés, ce pourquoi on a toujours mobilisé les droits de l'homme, ce pourquoi la Cour européenne des droits de l'homme a été constituée, et peut-être voir que la défense des droits et libertés contre les assauts de l'autorité publique, c'était pas la revendication des droits à l'égard de l'autorité publique. Et j'avais dressé cette piste qui me semble correspondre, je dis qu'il semble, correspondre à ce que fait le Conseil constitutionnel aujourd'hui à travers son critère des questions de société. Voilà. Parce que certes, la revendication d'un droit, tu peux me dire ça c'est quelque chose qui va bien que dans la grille QPC. Il me semble que le critère question de société, qui est finalement celui qui est sous-jacent à ce que j'aimerais exclure du contrôle des lois au nom des droits et libertés, ça me semble là pour le coup correspondre à la décision phare, pour moi la plus belle décision du Conseil constitutionnel, qui est la décision IVG de 75, qui est pour moi la grande décision des décisions du Conseil constitutionnel. Voilà. Voilà, mais je ne vais pas redévelopper cette piste. Quant à la deuxième chose, contrôle de proportionnalité, un mot, puisque je devais en parler, c'était annoncé, j'en ai pas parlé, c'est vrai. Le contrôle de conventionnalité in concreto, je comprends cet argument, on m'en a parlé plusieurs fois et je l'entends, qui est de dire, mais finalement, le contrôle de conventionnalité in concreto, c'est-à-dire l'exclusion de la loi, non pas de manière générale, mais au cas particulier, c'est moins grave. Ben, je le dis, pour moi, c'est plus grave. Pourquoi ? Parce que la première question qui est de savoir, voilà, est-ce que le juge dans ce domaine peut écarter la loi claire et précise, un délai de 30 ans qui a été voté en 2008, consciemment, etc., arbitrage, est-ce qu'on peut l'écarter ou pas ? C'est fait dans l'affaire. Même si c'est fait de manière isolée, la loi est écartée. Donc la question démocratique, si je puis dire, elle est déjà posée. Et pourquoi je trouve que c'est pire ? Parce que, ce que certains peuvent voir comme une usurpation de pouvoir, s'ajoute l'insécurité juridique. Je vais dire les choses plus clairement, j'aurais préféré que la loi soit écartée de manière générale. Voilà. Parce que la question de la légitimité aurait été la même, elle aurait été, à mon avis, atteinte de la même manière, mais au moins, tout le monde aurait été traité de la même manière, et on ne se trouverait pas dans cette situation d'insécurité qu'on a aujourd'hui, qu'on ne sait pas quel est le délai pour agir en nullité. Pour me contenter de cette hypothèse, je pourrais donner d'autres exemples. Donc voilà, pour moi, c'est pas moins grave. Je le dis, c'est pire, à mes yeux, en tous les cas. Voilà, j'aurais d'autres choses à dire, mais je ne veux pas monopoliser davantage la parole. Encore une fois, je ne m'attendais pas à ça, donc je n'avais pas forcément imaginé la discussion sous cet angle, mais je ne veux pas monopoliser la discussion, peut-être qu'on pourra la reprendre. Alors, le thème est manifestement un thème qui intéresse de très nombreux intervenants et participants. Donc, on va transmettre ton micro et donc Diane peut-être pour commencer. Si tu as ensuite donc je fais comme ça. Fabien et ensuite Benoît. Merci beaucoup. C'était absolument passionnant et puis alors vraiment ça illustrait parfaitement l'iconographie du colloque, les points d'interrogation, savoir qui décide. Là, le débat entre vous deux était parfaitement révélateur. Alors j'ai un certain nombre de questions.
Et par rapport à l'intervention de François Chénédé, mais juste par rapport à l'intervention d'aujourd'hui, et pas par rapport à l'ensemble de vos idées qui sont discutées ici, mais c'est la rançon de la gloire, après tout, quel hommage à vos écrits que de pouvoir les voir discuter comme ça dans un colloque consacré aux libertés. J'étais assez d'accord avec vous lorsque vous disiez que la question qui se posait ici était de savoir qui décide. Et je suis encore plus d'accord avec la réponse qui vous a été apportée par Jordan, à savoir que effectivement ça dépend du modèle politique que l'on a à l'esprit, de la conception de la démocratie que l'on peut recevoir, et finalement le juge, dans l'explication qu'il en a donnée, est tout aussi légitime pour décider. Mais à la question de savoir si le juge est libéré, en réalité je me demande si c'est peut-être pas tant de savoir qui décide ou qui est légitime pour décider. C'est plutôt la question de savoir comment il décide. C'est-à-dire, est-ce que la libération du juge a assoupli un certain nombre de contraintes qui peuvent peser sur lui et dans la façon dont il rend la justice. Et comment le juge décide, notamment en matière de droits fondamentaux, il me semble que ça suppose de diviser encore la question et de l'approfondir, c'est-à-dire de savoir quel doit être le sens de sa décision d'abord, et puis ensuite quelles doivent être les modalités que la décision rendue par le juge doivent emprunter. Et sur le sens de la décision, on rejoint finalement la situation d'aporie que vous avez décrite, à savoir est-ce qu'un juge peut statuer en pur droit. Alors voilà, il y a des décisions du Conseil constitutionnel qui ont été commentées et approuvées par la doctrine, qui se félicitaient de ce que le Conseil constitutionnel ait statué en pur droit. Moi, je ne sais pas ce que c'est, le pur droit. Je pense que lorsque le juge décide, lorsqu'il choisit de rendre une décision, il est influencé par un certain nombre de facteurs qui peuvent être évidemment les textes auxquels il est confronté, mais aussi le contexte dans lequel ces textes s'appliquent. Lorsque le Conseil d'État, par exemple, prend sa décision sur la possibilité pour une collectivité locale de présenter une crèche de la Nativité au moment des fêtes de Noël, le texte qui s'applique à lui, c'est la loi de 1905, son article 28. Le contexte fait qu'il va avoir une approche relativement distante du sens du texte et dire que voilà, ça va dépendre de la situation, ça va dépendre du lieu, etc. Et c'est la décision qu'il a rendue. On peut s'en féliciter en disant « Ah, le Conseil d'État a statué en pur droit ». On peut considérer qu'il a fait un arbitrage politique qui va dépendre de la décision qu'il a rendue quelques mois avant sur le Burkini, du contexte de la société française, de l'évolution de la notion de laïcité, de sa réception par le public, etc. Je ne sais pas ce que c'est que statuer en pur droit. Il y aura toujours des contempteurs, il y aura toujours des défenseurs de la décision rendue. Et l'affaire la décision du Conseil constitutionnel sur l'ouverture du mariage aux couples de même sexe, elle s'interprète de la même façon que ce que vous avez dit, c'est-à-dire avec une pluralité de points de vue. Ce qui me paraît plus important, c'est de savoir non pas donc dans quel sens la décision est rendue, mais la façon dont la décision est rendue. C'est-à-dire ce qui fait la particularité de la décision judiciaire par rapport à la décision législative, par rapport au processus législatif ou constituant ou conventionnel, ce sont les qualités intrinsèques du raisonnement judiciaire. Et là, il me semble qu'on a un certain nombre d'appréciations que l'on peut rendre en tant que juriste. C'est-à-dire que on peut approuver ou désapprouver la décision rendue par le juge, le sens de la décision. Mais en revanche, ce qui, en tant que juriste, doit nous interpeller, c'est là où on retrouve cette spécificité qui est celle de notre discipline, c'est la façon dont, c'est le commentaire de la façon dont le juge s'est pris pour justifier une décision qui a été celle qu'il a donnée, mais qui aurait pu aussi éventuellement être une autre. Et c'est sur ce point qu'effectivement on peut adresser un certain nombre de critiques, et notamment par exemple aux décisions du Conseil constitutionnel, dont il faut bien reconnaître quand même que la qualité argumentative est souvent tirée par les cheveux, échevelée, qu'il nous dit sans justifier que telle décision est conforme au principe d'égalité ou contraire, sans qu'ils prennent la peine d'étayer son jugement, la façon dont le Conseil d'État s'est longtemps réfugié derrière une sorte de concision à laquelle il donnait qu'il paraît de qualité d'autorité, mais qui faisait que ces décisions étaient
très souvent extrêmement compliqués à recevoir et à comprendre parce que c'était purement des arguments d'autorité. Donc la question en fait de la liberté du juge, il me semble qu'elle doit être non pas s'apprécier d'un point de vue politique, parce que là on a un champ de réponses et d'appréciation possibles qui sont extrêmement vastes, mais c'est plus du point de vue de son acceptabilité en termes de qualité argumentative qu'elle doit se poser. Oui, alors, je partage beaucoup de ce qui a été dit, notamment sur la qualité et le comment. En fait, on décide, et sur l'importance des procédures, en fait. Et c'est vrai que par exemple l'affaire Ivanova, c'est aussi une question de procédure, c'est l'impossibilité d'avoir un recours pour discuter la décision qui a été prise. Moi je voulais revenir sur l'espace que tu laisses au juge justement sur l'appréciation du contexte. Il applique la loi tant qu'elle n'est pas dépassée. Et je voulais voir ce que tu mettais un peu derrière tant qu'elle n'est pas dépassée, parce que finalement ça permettrait de justifier dépasser, c'est-à-dire plus en phase avec son temps, ou dépassée par les faits auxquels elle va s'appliquer. Par exemple, qui peut être sur des questions sociales, mais qui peut être aussi sur des questions techniques. J'ai en tête justement la mise à l'écart d'une insaisissabilité d'une pension de retraite au nom du droit au respect des biens, parce que précisément la personne avait joué sur ces textes pour organiser son insolvabilité. Et du coup, le juge a mis à l'écart ça et puis a créé de toutes pièces un régime de saisie pour le cas. Mais sans retoucher la loi. Il me semble que oui, effectivement, le contrôle de proportionnalité, concret, est-ce qu'il n'est pas plus respectueux en un sens on ne refait pas la règle générale, mais on éprouve les limites de la règle générale dans le cas particulier. Oui, moi, juste une petite nuance et une remarque de discipline de droit du travail. Moi, sur la nuance, sur la question du... est-ce que le juge est au-dessus, en dessous du législateur ou à égalité ? J'apporterai quand même une petite nuance sur le fait que, d'accord, on cite Portalis pour dire que le juge a toujours été considéré à égalité sur le même plan avec le législateur. Je ne suis pas certain que tous les civilistes soient les enfants de Portalis. Et quand Michel Villet dit que le juge est un peu devenu le petit fonctionnaire de la loi, je pense que sa remarque était extrêmement lourde de sens et ça montre qu'il y avait quand même aussi en tout cas une interrogation avec la doctrine positiviste dominante de ces dernières années. Mais bon, peu importe. Là, je fais une remarque plutôt en droit du travail parce que si la question c'est de savoir effectivement et je suis d'accord, c'est une vraie question politique à savoir entre qui, est-ce que c'est le juge ou le législateur. Moi, presque je dirais que si en droit du travail on se posait cette question-là, ça serait extrêmement simple parce que on a un souci, c'est que nous c'est ni le législateur ni le juge, maintenant ça devient les partenaires sociaux. Et là on a une vraie interrogation politique parce qu'en plus je pense que cette question politique majeure en droit du travail, elle est justement masquée par une espèce de technique juridique qui fait qu'on ne se pose plus la question politique. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que le réflexe maintenant, c'est que le législateur n'envisage plus aucune réforme en droit du travail sans avoir consulté préalablement les partenaires sociaux. On le voit bien par exemple avec ce qui s'est passé avec l'ANI de janvier 2013 où en fait ce sont les partenaires sociaux qui ont décidé de la réforme législative et le législateur est arrivé alors à quelques petites nuances près mais a simplement fait que retransposer l'accord des partenaires sociaux et ça me pose un problème parce que je me dis bon si finalement le législateur a envie de se mettre hors jeu sur ces questions-là pourquoi pas et donc ça remet le juge finalement dans une position intéressante, sauf que on voit bien ce qui s'est passé avec la loi El Khomri. Je rappelle quand même qu'il y a eu la commission Badinter Lyon-Caen, et je rajoute bien Lyon-Caen parce qu'on l'oublie tout le temps, mais en droit du travail ça a du sens de rappeler que Lyon-Caen était aussi là-dedans, qui ont proposé 61 principes fondamentaux du droit du travail. Alors encore à nouveau
si je vais un peu vite, un nouveau bidule dont on ne sait pas vraiment ce que c'était, mais il y a 61 principes qui devaient se retrouver dans le préambule du Code du travail, et la loi El Khomri a complètement zappé cette partie-là de la réforme du Code du travail. Et c'était très intéressant d'avoir ces principes, parce que justement, ça permettait du coup de redonner la main aux juges, justement pour pouvoir peut-être mieux contrôler l'action des partenaires sociaux lorsqu'ils étaient à l'initiative d'une réforme de la législation du travail. Donc voilà, donc moi aujourd'hui je pose cette question-là. Finalement, c'est très politique. En droit du travail, on est sans doute à un degré encore au-delà, parce que les partenaires sociaux, faut quand même pas oublier, ok, c'est de la démocratie sociale, mais enfin, on peut quand même se poser la question du rapport de la démocratie sociale par rapport à la démocratie parlementaire et la démocratie tout court. Et on peut même se poser la question de savoir si la manière dont les partenaires sociaux sont désignés à la fois dans les entreprises, les branches et au niveau national, ça relève véritablement de logique démocratique. Voilà, donc je voulais aussi avoir votre sentiment là-dessus. Je pense que c'est pas exactement dans la même lignée, donc peut-être qu'on peut te laisser répondre. Je vais essayer de répondre, j'y arriverai sans doute pas parfaitement. D'abord, parce que c'est vraiment, ça me paraît important, puisque c'était un peu ma ligne, c'était qu'on discute des mêmes choses. J'insiste sur un point, que le juge, de dire, je réponds peut-être à la première observation, que toute décision du juge, quand il applique la loi de 1901, qu'il faut interpréter au cas particulier, qu'il arbitre politiquement, oui, mais c'est ce que j'ai bien dit, et ça c'est une évidence depuis la nuit des temps, que c'est un arbitrage politique qui est fait. Voilà, Portalis, c'est ce que dit Portalis, voilà, il dit, bah oui, quand la loi est générale, il faut bien appliquer la loi de 1901, cette histoire de crèche dans les mairies, voilà, et ça il faut bien que le juge décide et tranche politiquement en fonction du contexte, de la discussion politique du moment, etc. Ça c'est une évidence qu'il s'agit pas pour moi de contester ou de présenter comme une révélation. Encore une fois, c'est une évidence pour tout le monde. C'est juste ici, l'hypothèse est différente. C'est l'hypothèse où il ne s'agit pas d'interpréter une loi en disant cette loi est on ne sait pas comment l'appliquer, je vais plutôt trancher dans ce sens plutôt qu'un autre. C'est que le juge ne fait pas semblant. Il dit voilà, la loi dit blanc. Et moi, j'estime que blanc, c'est pas bon. C'est de ça dont je parle, moi. C'est pas l'interprétation qui, évidemment, là, non. C'est que là, l'arbitrage est clair, si je puis dire. 30 ans, je reprends mon exemple parce que c'est le plus savoureux, parce que c'est un délai de prescription, c'est la chose la plus claire, voilà. Et on l'écarte parce que c'est pas bon. Voilà, c'est différent. Et la question, c'est de s'interroger sur le principe de ce contrôle, auquel j'ai dit qu'à titre personnel, j'étais favorable, même si je comprends ceux qui n'y sont pas. 2, des limites de ce contrôle, et c'est là, voilà, ce terrain que j'essaie de travailler modestement. Alors on peut s'arrêter en disant, et là c'est cette question-là qu'il faut pas occulter, en disant, mais le juge est légitime. Moi quand on me dit ça, je comprends, mais c'est la question. Donc ça c'est une réponse, le juge est légitime. La question, tout le débat, c'est de savoir qui doit décider, qui a le plus de légitimité, etc., etc. Quand on dit le juge n'est pas légitime, certains le disent, le juge n'est pas légitime. Bon. Le débat est clos, on ne veut pas l'ouvrir. On nous dit que le juge ne peut pas décider. C'est pas discuter, ça, c'est donner son opinion. On nous dit que le juge est légitime. Bon, c'est pareil, c'est pas discuter, ça, on est à la fin de la discussion. Voilà. La seule chose qui m'importe, moi, c'est qu'on place cette discussion sur le bon terrain. Et j'avoue nos insuffisances respectives. Nous ne sommes que juristes. C'est une question de sciences politiques et de philosophie politique, de citoyens. Enfin, c'est les débats de la 6ème République, etc. Voilà, mais voilà, pitié. Voilà, les uns et les autres n'esquivons pas le débat en affirmant tout de suite notre conclusion. Deuxième chose, c'est pour encore cette histoire de Portalis. Alors, Villet, un auteur qui compte pour moi, Michel Villet, qui a dit des choses sur les droits de l'homme aussi, et sur leur utilisation. Mais bon, je ne vais pas ouvrir ce débat. Détrompez-vous sur les civilistes. Les civilistes ont toujours été portaliciens avant Portalis. Voilà. On ne peut pas faire autrement. Le Code civil s'exprime de manière générale. Il y a une place pour le juge qui est prépondérante. Notre droit est essentiellement jurisprudentiel et c'est une bonne chose à mes yeux. Je fais partie de ceux qui estiment qu'on aurait pu se passer de la réforme du droit des contrats parce que la jurisprudence faisait très bien son travail. Voilà. Les civilistes sont pas très légalistes, pour dire les choses très clairement. C'est une vision totalement fausse de la science civiliste. Lisez les premiers commentateurs du Code civil. Commenter le Code civil, ça prenait 35 volumes. C'était pas pour recopier la loi. Voilà. Le droit naturel, l'équité, le droit comparé, on y était déjà. Mais bon, je sais que l'école de l'exégèse a encore visiblement des adeptes, enfin la croyance en l'école de l'exégèse
encore des adeptes. Quant à la méthode, puisque c'est la question qui était posée, la méthode, c'est pas une contrainte, c'est une contrainte, c'est une contrainte indéniable. En revanche, expliciter ce qu'on décide, ça me semble être une contrainte minimale, je l'accorde. Quand on a tranché dans un sens ou dans un autre, il faut expliquer pourquoi. Mais et je dirais que si on décide, voilà, il faut donner au juge le pouvoir de trancher tout le temps, sans limite. Il faut contrainte minimale qui s'explique dans le sens dans lequel il décide. Mais c'est pas mon débat. Là, on peut ouvrir ce nouveau débat. C'est un débat actuel devant la Cour de cassation. Faut-il mieux motiver les décisions? J'y suis tout à fait favorable pour ma part. Je pense que les décisions qu'on voit apparaître depuis quelques mois qui motivent davantage sont bonnes. C'est une bonne méthode. Si les juges de cassation ont le temps de le faire, qu'ils le fassent. Mais encore une fois, ce n'est pas ma question. Ce n'est pas mon débat et j'insiste sur ce point. Il faut bien qu'on se mette d'accord sur ce dont on discute. Je dirais une dernière chose parce que j'ai pas répondu à un point. Et en plus, plusieurs personnes l'ont abordé et vraiment, je pense que c'est une piste qu'il faudra creuser. Ça a été évoqué hier dans l'exposé sur le droit des personnes et de la famille. C'est cette décision anglaise qui illustre un peu ce mouvement-là, qui pourrait être le bon, puisque voilà, on y va dans cette évolution, dans ce changement de système. C'est d'en revenir finalement encore à la volonté du législateur. Ou, si on ne veut pas mentir, d'accepter qu'on précise la volonté du législateur. La loi s'exprime de manière générale. La loi s'exprime de manière claire. Là, c'est 30 ans. Mais on se dit que voilà, il a fixé le délai de 30 ans pour éviter certaines choses, et cette chose-là, on ne la trouve pas dans l'affaire. On ne la trouve pas dans l'affaire, et donc, finalement, en écartant la loi au cas particulier ici, on respecte encore la loi. Je crois que c'était un peu ce que tu voulais dire. Et moi, j'ai envie de dire, ça c'est intéressant pour concilier, si je puis dire, les deux positions. En plus, ça peut ne pas être fin, ça peut être vrai. Voilà, une loi s'exprimait de manière claire sur une règle, mais pour autant, elle n'avait pas pensé à son application au cas d'espèce, ou plus exactement, elle avait en vue une hypothèse qui n'est pas celle que le juge a face à lui. C'est intéressant. Je dis tout juste une chose, c'est que c'est pas 4 décembre 2013 qu'est l'arrêt phare. Ça l'est par contre pour des arrêts plus récents. Je pense que cette méthode-là, qui est un peu aussi celle que tu proposais sur les réserves d'interprétation quelque part dans ton article, je la trouve tout à fait intéressante et c'est à mon avis la piste qu'il faudra suivre pour éviter le pire, avec ce contrôle de conventionnalité in concreto. En revanche, 4 décembre 2013, que les choses soient claires, on en parlait tout à l'heure à la pause, c'est tout ce qui n'a pas été fait justement. Parce que dans l'affaire, je le rappelle d'un mot, le législateur, sa volonté, parce que c'est vrai que c'est bizarre, interdire le mariage, enfin bizarre, pardon, le mariage entre le beau-père et la belle-fille, ça peut paraître un peu suranné comme règle, voilà, s'ils s'aiment, etc., comme on dit. C'est une interdiction qui date de 1804. Et en 2013, quand on a ouvert le mariage aux personnes de même sexe, on s'est demandé, vous savez, on a un peu ravalé l'édifice, si je puis dire, on s'est demandé, mais est-ce qu'on pourrait pas en profiter pour se passer de certaines vieilleries, quoi, pour dire les choses comme ça. Et donc on arrive sur cette disposition qui était propre au mariage. Bon, est-ce qu'on ne devrait pas en profiter pour l'enlever? Et c'est intéressant, il fallait se poser la question. Et le législateur, avec un débat, mais sans qu'il n'y ait d'opposition au final, a maintenu cette interdiction. Je vous rappelle la raison, qui est exactement la même qu'en 1804. C'était l'idée, en fait, ce qu'on veut éviter avec l'interdiction de ce mariage, c'est pas évidemment le risque génique ou l'atteinte à la morale extrême du mariage entre le père et le fils, ou entre le père et la fille, etc. L'inceste absolu, comme on dit. Non, c'était le risque de confusion générationnelle pour l'enfant né de la première union. C'est qu'on craignait que ça perturbe l'enfant né de la première union, que son papy devienne son papa. Pour dire les choses comme ça. Et ce qui est très intéressant dans l'affaire du 4 décembre 2013, c'est que la Cour d'appel annule le mariage en disant il est nul parce que c'est contraire à la loi et on est dans le délai parce que ça fait pas 30 ans, ça fait que 20 ans. Mais elle ajoute, si je puis dire, et en plus, en l'espèce, le législateur a visé juste parce qu'il y avait eu des expertises psychologiques et l'enfant né de la première union, il ressortait qu'elle avait été perturbée psychologiquement par ce remariage, qu'il y avait une confusion générationnelle, etc. Donc c'est assez intéressant parce que la Cour d'appel avait fait l'effort de dire, voilà, cette loi, elle vient pas de nulle part, et d'ailleurs tellement pas de nulle part qu'on l'a maintenue en 2013, et la raison qui a motivé le législateur, bingo, on la retrouve dans cette affaire. Ça n'a pas empêché la Cour de cassation d'écarter la loi. Donc je trouve la démarche intéressante, je trouve la piste bonne, et à mon avis la seule piste salvatrice pour ce contrôle, mais il faut la suivre. Et cet arrêt inaugural, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne l'a pas suivi. C'est que le législateur aussi est en faute, parce que si c'est vraiment l'argument, il n'aurait pas dû maintenir l'autorisation du mariage sans contrôle, dès lors que celui qui crée l'alliance est décédé. Là, oui, l'arrêt de 2013 est mauvais, mais par contre, on va tout droit vers une condamnation type PL. Moi, je voudrais un petit peu
essayer de dépasser l'opposition en posant une question, enfin, vous demandant de réagir à un mécanisme, en commençant peut-être par Jordan, parce qu'elle pourra peut-être préciser, moi c'est des souvenirs un peu anciens, le mécanisme qui existe dans le Human Rights Act et qui conduit le juge, lorsqu'il est confronté à une difficulté, à en fait renvoyer au législateur la responsabilité de trancher une question qu'il considère être une question de société. Est-ce que ce mécanisme pourrait être appliqué en France, et est-ce que ça pourrait pas permettre de résoudre les difficultés qu'on rencontre avec un contrôle de conventionnalité qui est parfois un peu qui tranche des questions qu'il n'aurait pas à trancher? Deux choses. Oui, lorsque le juge britannique constate que par l'interprétation conforme, il ne peut pas, entre guillemets, sauver la loi, la rendre conforme aux exigences des droits et libertés, notamment issus de la CEDH, il va faire la déclaration d'incompatibilité qui renvoie à trancher au Parlement. Pas forcément si c'est une question de société ou il n'y a pas de... Est-ce que c'est... il y a deux choses différentes. Est-ce que c'est transposable? Pour moi, il faut vraiment dissocier Cour suprême, Cour constitutionnelle. C'est pas... donc, est-ce que c'est transposable dans le contentieux constitutionnel par une Cour constitutionnelle? D'une certaine façon, il y a plein d'instruments qui sont utilisés par les cours constitutionnelles qui relèvent de ça. Alors, je n'ai pas le même pouvoir d'appréciation que le législateur. C'est un modèle, le modèle français. Ça existe en Italie. En Italie, on a même des déclarations d'inconstitutionnalité et en même temps d'inadmissibilité. C'est-à-dire, je rejette le recours tout en disant que la loi est inconstitutionnelle, ce qui est très proche du système du Human Rights Act, alors qu'on est dans une cour qui s'est arrogé énormément de pouvoir à l'égard du législateur. Est-ce que c'est transposable? Donc, oui. Il n'y a pas besoin de renvoyer au législateur, il suffit de juger et éventuellement de laisser faire, j'ai envie de dire. Donc il y a des instruments contentieux qui permettent de s'approcher pas loin d'un système proche du Human Rights Act. Si ça vient en revanche d'une Cour suprême, on n'est pas loin du renvoi législatif, tout simplement. Voilà. Donc ça a existé. Oui, c'est possible, c'est tout à fait possible. Oui, voilà. Mais un juge peut toujours dire c'est contraire à un droit, puis je vais l'appliquer. Donc là, c'est au Parlement de donner la suite ou non, mais les choses sont claires. Alors, pourquoi est-ce que c'est pas davantage utilisé, du coup, en France, ce mécanisme? Mais alors, encore une fois, je vais laisser François répondre pour la Cour de cassation, mais pour le Conseil constitutionnel, il faut bien comprendre que la raison d'être du contentieux constitutionnel, et je le disais, c'est justement, alors il le fait pas, il module son contrôle, mais c'est de substituer son appréciation. Donc non, l'idée d'un contrôle de constitutionnalité par une Cour constitutionnelle, ce n'est pas de renvoyer, c'est au besoin, enfin voilà. Mais il y a de la retenue possible avec des instruments contentieux, mais si on ne souhaite pas avoir de la retenue, il va y avoir censure de la loi. Donc non, on considère qu'on n'a pas besoin de renvoyer au Parlement, on va plutôt l'abroger. Voilà, bon là voilà. Alors par une Cour suprême, là c'est plus compliqué. Oui, la question est intéressante. Voilà, il y a d'autres modèles possibles, c'est à tous ces modèles-là dont il faut réfléchir. Par contre, la réponse est claire, aujourd'hui en droit positif, c'est pas possible. Voilà. Mais par contre, voilà, petite Bernard, j'écris quelque chose, plaidoyer pour un référé législatif, c'est quelque chose auquel je suis très favorable. Dans cette hypothèse, le système anglais de 98, à mes yeux, est une piste intéressante. Il y en a d'autres, mais on y réfléchit depuis longtemps. CIS avait proposé son jury constitutionnel, Habermas propose une super instance législative, il veut pas des juges, donc il veut des personnes élues, etc. Enfin, les gens réfléchissent à d'autres structures que ce qu'on connaît actuellement. Ce dont on souffre, j'insiste sur ce point, c'est qu'on n'embrasse pas ce débat et qu'on ferme d'un côté ou de l'autre la discussion. Et moi, cette piste-là, je la trouve intéressante. Les Anglais, ça tient, cette piste de 98, quand ils l'adoptent en 98, ça tient à l'esprit anglais et à l'attachement à la loi, mais ça tient aussi à la date. On est en 98. C'est-à-dire qu'ils ont vu ce qu'est devenu la Cour européenne des droits de l'homme. C'est la vraie différence. C'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous, on ratifie en 74, pas de bêtises, et finalement en 81, avec le recours individuel. La Cour européenne des droits de l'homme n'est pas ce qu'est la Cour européenne des droits de l'homme. C'est très intéressant de lire les débats anglais sur Human Rights pour Act, pour s'apercevoir de ce qu'ils avaient devant eux. Ils avaient la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Et du coup, ils se sont dit, bon, on en veut, oui, mais dans le respect de notre système, et on a pensé la conciliation de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Cour européenne des droits de l'homme avec notre système. En 98, ils ont fait une réforme constitutionnelle pour intégrer le système. Ce dont on souffre, c'est qu'on n'a pas eu ce débat.
Ce dont on souffre, nous, c'est qu'on n'a pas eu ce débat. On a simplement ratifié un texte et tout s'est construit de manière prétorienne sans qu'on ait réfléchi à dans quel cas on va voir le législateur, dans quel cas on peut lui renvoyer la balle, etc. C'est ce dont on souffre. Et moi, voilà, je vous l'avais compris, je tourne un peu en rond depuis le départ, mais c'est ce débat-là que j'aimerais sur le devant de la scène. Alors c'est un peu dommage, c'est qu'il apparaît aujourd'hui, peut-être dans un contexte peut-être un peu dur. Voilà, on va dénoncer la Convention européenne des droits de l'homme, etc. Bon, la dénonciation de la Convention européenne des droits de l'homme comme acte, voilà, on ne veut pas de la Cour européenne des droits de l'homme, non, mais l'idée qui peut être derrière, c'est l'idée anglaise, c'est de dire non, on veut de ce juge, mais on va réfléchir ensemble, tous ensemble, et pas simplement en s'abritant derrière un maigre article de la Constitution sur la place du juge des droits et libertés. Il y a plein de pistes possibles, Et voilà, moi, je trouve que c'est ce débat-là dont on a été frustré. Les Anglais ont eu la chance de l'avoir, ils ont tranché dans un sens un système institutionnel avec lequel on peut ne pas être d'accord d'ailleurs, mais au moins, ils ont réfléchi à la chose. Nous, on s'est privé de ça. Voilà, Et maintenant, c'est très dur, parce que dès que vous voulez réfléchir à ça, voilà, on voit vite les critiques qui vous sont renvoyées. Et ça, c'est douloureux, parce que c'est pas ce qui anime l'esprit de ceux qui ont envie de réfléchir à ces choses-là. Oui, alors avec cette remarque, tu es un peu un cas particulier, comme toujours d'ailleurs sur ces différents thèmes, mais qu'un certain nombre de collègues ont une vision beaucoup plus tranchée, qu'ils en sont encore sur les questions de principe, alors qu'il faut peut-être maintenant réfléchir à la suite, c'est-à-dire comment faire. Et tu es aussi dans le comment faire sortir par le haut, entre guillemets aussi, de ce question-là. Alors, on va devoir aller déjeuner. Anka avait peut-être une dernière remarque à faire. Et... Je ne sais pas si tu veux y aller, c'est pas, c'est pas forcément très intéressant ce que je vais dire, donc je veux bien m'en passer. C'est pas se vendre, ça. Allez. Non, je cherche pas à me vendre. Je cherche pas à me vendre. Non, je pensais à quelque chose. J'ai pas réfléchi de façon très approfondie à ces questions, mais je pensais à quelque chose en écoutant le débat, quelque chose qui est plus pointu que ce qui a été discuté, me semble-t-il, et en même temps beaucoup plus général. En t'écoutant dire que c'est pas seulement le juge qui a été libéré, mais c'est aussi les juristes. Moi, c'est quelque chose que je comprends absolument pas du tout. Pour être très franche, que ce soit que la controverse entre jus naturaliste et positiviste soit finie, moi j'y crois absolument pas du tout, et en tout cas en droit international des droits de l'homme, moi je trouve que le débat n'est pas du tout fini. On n'arrête pas de discuter de la place à accorder à la souveraineté, de la place à accorder à la volonté de l'État, dans la construction des normes du droit international, et ça je pense que la réponse diffère vraiment suivant qu'on est, alors moi je dirais pas jus naturaliste, mais objectiviste ou volontariste, c'est-à-dire positiviste pour faire très très simple. Et moi ça m'a fait penser à quelque chose, je pense, alors je vais dire les choses de façon rapide, donc un peu ramassée, et j'avoue un peu provocatrice, je pense qu'en tant qu'universitaire juriste, nous sommes des gens très jaloux de nos collègues qui font des sciences dures, et je pense, on le dit jamais, mais moi, je pense que dans l'arrière-pensée, dans le subconscient des universitaires qui font du droit, il y a toujours cette idée qu'il faut légitimer notre objet de recherche et donc en faire une vraie science, une théorie pure du droit. Et moi, je crois que cette idée de théorie pure du droit est vraiment une fiction. Et du coup, moi, je pense que c'est une fiction. Et je suis assez d'accord avec l'idée que la frontière entre le droit et la politique, c'est pas évident. Comme c'est pas évident d'établir une frontière entre le droit et la philosophie, entre le droit et la sociologie, entre le droit et l'économie. Comme d'ailleurs, on sait même pas ce que c'est que le droit en fait. La frontière entre le droit et le non-droit. Donc je trouve que c'est quand même un peu dur pour nous juristes. Oui. On travaille sur un objet d'étude, on sait même pas ce que c'est. Oui. Bon. Mais on peut y réfléchir parce que c'est vrai qu'autrement le tout est dans le tout et c'est vrai. Non, alors là pour que les choses soient claires sur juste naturalisme positif, on ne doit pas mettre les mêmes choses derrière ces mots. C'est pas le volontarisme, la souveraineté, qui n'a rien à voir avec ce débat juste naturalisme positivisme. Le débat juste naturalisme positiviste, c'est très simple. C'est est-ce que au-dessus des règles, voilà, qu'elles soient d'origine législative, judiciaire, etc. Il y a des valeurs, tout le monde est d'accord. Les positivistes et juste naturalistes disent que ces règles traduisent des valeurs. Le vrai débat classique entre les deux écoles, c'est de savoir si ces valeurs supérieures sont juridiques ou non. Un positiviste dira, c'est très simple, c'est bête comme chou, c'est une controverse qui est très, très simple. Un juste positiviste dira, les valeurs supérieures, elles sont pas juridiques, c'est toute la thèse de Kelsen et tous ceux qui l'ont suivi dans différentes variantes. Et donc, on ne peut pas critiquer ces règles juridiques au nom de ces valeurs parce que c'est pas une critique juridique. Et un juste naturaliste dira, si, ces valeurs supérieures, c'est le droit non plus positif, mais le droit naturel. Donc, ça, c'est, voilà. Qu'est-ce qui fait que la constitutionnalisation, la juridictionnalisation des droits et libertés rend, dans ce petit champ-là, cette controverse vaine? C'est
ceux qui avançaient hier au nom du droit naturel, ils en ont plus besoin. Ils ont les droits et libertés. Il leur suffit d'invoquer les droits et libertés. Et les juges positivistes qui hier s'interdisaient de prendre parti dans ces débats, mais maintenant ils peuvent le faire parce qu'ils peuvent invoquer les droits et libertés qui sont devenus constitutionnels. C'est en cela que c'est... Et on l'a vu pendant ces controverses de manière criante, avec la lettre des 170 d'un côté, la réponse de Nanterre de l'autre. Et la contre-réponse encore derrière pour bien montrer que oui, les masques, on vous a tous repérés. Donc voilà, c'est en ça que véritablement cette controverse est un peu épuisée lorsqu'on... Attention, il y a encore des vrais positivistes qui disent voilà, je ne vais pas faire semblant, si j'invoque les droits et libertés pour défendre ce que devrait être la loi, je suis en train de parler avec une autre casquette. Je suis pas sûre que le débat sur le mariage pour tous soit vraiment révélateur de la fin de l'opposition. Et en droit international, alors je parlais de souveraineté parce qu'on dit toujours est-ce qu'on peut s'autoriser à interpréter une règle émanant de la volonté des États au regard de principes qui sont supérieurs à la volonté des États. Du coup, volontarisme, objectivisme, on retrouve cette distinction. Peut-être modulée, reformulée, mais on retrouve, à mon avis, cette distinction. Bien, on va arrêter là le débat, puisqu'on a 15 minutes de retard, et que, comme souvent en colloque, la deuxième journée, on doit finir à l'heure dite, puisqu'il y a des trains, etc., etc. Donc on a un repas un peu écourté, parce qu'on reprendra bien à 14h pile, pour une série de 5 interventions qui, là encore, susciteront le débat.